Hello to you. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le 6e numéro de La Cloche. Oui, je regarde la caméra, beaucoup me l'ont demandé. Ça y est, je vous regarde. On va voir si je tiendrai le regard, c'est pas sûr. Mais en tout cas, je vais essayer de tenir l'enfant. 10 ans aujourd'hui comme hier et comme l'année dernière. Ali est à mes côtés, Catch Club. Bonjour Ali, bonjour à tous. Bonjour à tous et encore une fois, bonne année Christophe. Merci, on se l'est déjà dit la semaine dernière, on avait oublié. C'est vrai. Mais ça y est, bonne année. Ça y est, bonne année. Des résolutions pour 2020 ? Malheureusement, aucune. Rester en vie, tenir jusqu'à notre 20e anniversaire. Bon, c'est plus dans longtemps, c'est février avec Chéro. Et puis continuer à nous amuser et à essayer de vous divertir avec les superstars de la WWE. Février, 20 ans. 20 ans. Et je pense qu'on est à peine peut-être à la moitié de ta carrière, à mon avis. Ne me tape pas, il lève la main sur moi, il me menace. Calme-toi. Désolé, je suis très content de te voir. Ouais, ça je faisait vois. 2 semaines que nous n'avions pas tourné C'est vrai, ensemble. on a fait une pause pour les vacances parce que je suis vieux et que j'avais besoin de me reposer. Et finalement, on a bossé tous les 2 jours avec Chéro, donc c'était épuisant. Compliqué. La vie d'artiste. Oui, la vie d'artiste, oui, parce que les vrais gens travaillent tous les jours. Donc c'est vrai que quand moi c'est tous les 2 jours, c'est compliqué, quoi. Les vrais gens. Bah oui, les gens qui ont une vraie vie. C'est ça. Donc on s'est arrêté Oui, il avait pas envie de continuer. Oui, alors on s'est arrêté où ? en 2004, lors du 2004. dernier épisode. On avance plus ou moins à chaque fois d'un an, mais comme je vous l'ai dit, maintenant, en fait, on va surtout s'intéresser à des gros moments. Et parfois, c'est pas forcément chronologique. Je veux dire. Oui, on s'y perd un petit peu. Il faut dire qu'on on se lance vaguement, sans grande préparation, il faut être honnête. Et donc, quelques minutes avant, Ali me dit, bon, on va parler de ça. Et moi je dis, ah oui, on peut aussi parler de ça. Et puis voilà, on branche le micro et on y va. Parce que le but, c'est pas forcément d'être factuellement juste, en fait. C'est plus de parler catch, tout simplement, sur nos souvenirs et comment on l'a vécu, nous, à l'époque. Oui, puis surtout ma carrière, effectivement, parce que Exactement. franchement, Ali et ses 10 ans, qu'est-ce qu'il a pu connaître À dans cette sa période-là, courte vie. j'étais dans Pokémon, plus qu'autre chose, je veux dire, donc je ne savais pas faire grand-chose. Ah oui. Est-ce que je sais faire grand-chose aujourd'hui ? Oui, mon C'est cher un Ali, débat. Catch Club C'est en un est débat. justement la preuve. Répondez dans les commentaires. Non, mais c'est très bien, mais parfois il faut savoir laisser des silences. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est que même si on est en 2004, on va repartir un petit peu plus tôt dans cet épisode. Oui, parce qu'il y a une superstar qu'on a complètement Une oubliée. petite superstar Oui, qui qu'on a nous totalement zappé. Ça nous a pas traversé l'esprit. Il s'agit de John Cena. Le fameux John Cena. D'ailleurs, je vous conseille à tous la musique de Show Majosi. John Cena qui a fait un buzz il y a quelques semaines. Je sais plus si tu avais vu ça passer. C'est une artiste sud-africaine en fait qui a fait une musique au nom de John Cena. Elle a sorti ça sur les réseaux sociaux. Ça a fait un buzz parce que les gens commençaient à faire une espèce de danse dessus et elle a posté partout sur internet. Elle a chanté la chanson aux États-Unis. John Cena l'a surprise pendant la chanson. Oh. Et John Cena arrive en dansant d'une manière assez loufoque, on va dire. Il est très drôle quand il danse. Donc, Show Majosi, John Cena. Donc, justement, John Cena démarre en 2002. Oui. Et c'est clairement pas du tout le John Cena qu'on connaît actuellement. Donc, raconte-nous un petit peu tes souvenirs du début de John Cena. Ah bah, comme tout le monde, je pense, personne n'a oublié ce moment où Kurt Angle est dans le ring et John Cena arrive pour le confronter et Kurt Angle lui dit qui es-tu ? Il lui dit je suis John Cena. Et qu'est-ce qui te fait croire que tu pourrais m'affronter ? C'est à l'époque où Kurt Angle faisait des open challenge où il défiait un peu tout le monde, un open challenge tout simplement. Et qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me battre ? Je crois que c'est ce qu'il lui dit à peu près parce qu'on l'a pas revu exprès pour cela. Et il lui répond « Ruthless aggression ». Ce qu'il a en lui, c'est de l'agressivité sans faille. Je crois que c'est à peu près ça, quoi. Voilà, de l'agressivité sans faille. Et donc, il met à mal Kurt Angle. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit « C'est qui ce petit jeune qu'on voit débarquer ?» Moi, en tant que fan et quelques autres, forcément, on l'avait déjà entendu plus ou moins parler de John Cena. Je me souviens, on en a déjà parlé de Jérôme Pourrut qui avait lancé Planet Catch. Il m'avait ramené une cassette. Il était parti aux États-Unis et il avait, me semble-t-il, visité le centre d'entraînement à l'époque où était John Cena. L'UPW ? L'UPW, voilà. C'était pas la OVW, c'était l'UPW. Ouais. Et il m'avait ramené une cassette vidéo de l'UPW en me disant voilà, il y a 2-3 gars comme ça, regarde, tu vas voir. Et parmi ces gars-là, il y avait John Cena, quoi, qui était encore au balbutiement de sa carrière. Pour l'anecdote, John Cena s'est entraîné dans cette fédération, donc la UPW, Ultimate Pro Wrestling, je crois. C'était en 2000. Et il faut savoir qu'à l'époque, parce qu'il y a des photos de cette période, il s'entraînait avec Samoa Joe. Samoa Joe s'est entraîné à la même période, dans la même école avec John Cena. Donc imaginez-vous, les deux se connaissent à la base depuis 20 ans, il faut savoir. Oui, et puis c'est assez amusant de voir justement le parcours qu'ont eu les deux et comment, alors que Samoa Joe était tellement apprécié des Smart, pas à ce moment-là, on le connaissait pas, mais plus tard, et que ce soit John Cena qui n'est pas le grand technicien de catch qu'est Samoa Joe, qui réussisse à ce point-là, enfin... les aléas de la vie, j'imagine aussi que peut-être le physique de Joe à l'époque
lui interdisait en quelque sorte d'être à la WWE. Je crois que Jim Ross lui avait dit clairement, Kid, tu feras pas carrière. Un truc dans le genre. En tout cas, pas chez nous, quoi. Oui, bah oui. Donc, Bon, voilà. en tout cas, voilà, John Cena, on le connaissait aussi un petit peu de la OVW, justement, où il est passé avant d'aller dans le main roster, où il avait déjà quand même un petit peu impressionné, même si son rôle le prototype, me semble-t-il, C'est ça, c'était ouais. pas non plus la grande folie, mais pour un jeune, il y avait pas mal de potentiel. Et donc là, on le voit débarquer, Ruthless Aggression, et en 5 minutes de temps, il arrive effectivement à se faire un nom, évidemment avec la participation de Kurt Angle. Mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose chez ce gamin, quoi. Et puis ça, on l'a revu juste avant de lancer le micro, juste pour le plaisir, mais quand il rentre au vestiaire et que l'Undertaker vient l'accueillir, enfin, on l'a vu discuter d'abord avec Rikishi, Billy Kidman et Farouk, je crois, Ouais, je suis pas sûr, Ron Simmons, euh, et ils s'éloignent tous les trois, on se demande pourquoi, et l'Undertaker arrive et vient voir Cena et lui dit « Kid, what's your name ?» « John Cena ». Et là, il lui tend la main et John Cena serre la main de l'Undertaker. Et c'est un moment assez incroyable. Je ne sais pas si l'Undertaker sera encore en condition le jour où Cena voudra vraiment prendre sa retraite, mais ce serait pas si mal peut-être de clore le chapitre John Cena, la carrière John Cena avec un match contre l'Undertaker à WrestleMania. Mais bon, là on en est encore loin et ça serait sans doute pas le meilleur match de l'histoire, mais c'est quand même fou. Cette scène est assez folle, quoi. Là, on est en 2002 toujours. C'est vrai que quand j'ai regardé, excuse-moi, quand on a regardé cette vidéo à l'instant, c'est vrai que je me suis dit, imagine-toi quand même l'année dernière, quand on était à WrestleMania, ils se sont affrontés un contre un, quoi. Donc on était. Purée, j'avais déjà oublié. Ah bah t'avais oublié? Tu te rends compte? Oui, effectivement, j'avais oublié. Parce que justement, je me disais, c'est peut-être ça la fin du chapitre entre les deux, c'est que C'est l'année vrai. dernière, c'est vrai qu'ils ont fait leur match, donc 14 ans après ce segment, parce que donc c'était 2018 et là on est en 2004. Putain, On c'est a fou eu. comment on peut oublier un Cena Undertaker. Bon, moi je peux c'était- pas oublier parce que c'était mon premier WrestleMania, donc c'est pour ça que ça m'a marqué aussi. Oui, non, moi j'étais tellement déjà habitué. Ah bah oui, c'est ça. Non, mais non, mais bon, il y a trop de matchs, trop de choses à ne pas oublier, quoi. Après, c'est vrai que ce match était très court. Pour moi, en fait, ce match, de toute façon, Undertaker et WrestleMania, c'était surtout les entrées. C'était surtout ce qui s'est passé avant, avec John Cena, les lumières qui s'éteignent, Elias qui arrive en fait, alors qu'on croyait que c'était The Undertaker. Le petit théâtre avant avait vraiment été bien fait. Après, le match n'était pas particulièrement bien et les gens étaient un petit peu déçus qu'il y ait eu un match si court. Moi, j'étais juste très content d'avoir vu The Undertaker pour la première fois de ma vie. Donc, je ne me plaindrai Ah, pas. ça fait toujours quelque chose, effectivement. Ça fait toujours quelque chose. Oui, non, c'est immense de vivre ça une fois en direct. Mais donc, pour en revenir à John Cena et donc à l'époque qui nous intéresse, 2004-2005, c'est ça, on en est là à peu près. On vit l'explosion véritablement de John Cena. Ça a commencé à WrestleMania 20 avec le titre des États-Unis contre le Big Show, Exactement. si je ne me trompe pas, où il porte son F5, à l'époque encore FU, sur le Big Show au milieu du ring. Je crois que c'était pas la première fois qu'il lui portait la prise, mais bon là c'est resté dans l'histoire parce que c'est au Madison Square Garden et qu'en plus il gagne le titre des États-Unis. Et l'année d'après, explosion, il affronte JBL dans l'un des main events de WrestleMania 21, pour le titre. Donc en plus, pour expliquer, à la base, il a commencé, on va dire, sans vraiment de gimmick. C'était le jeune catcheur, Ruthless Aggression. En gros, voilà, moi je vais être à fond, quoi. C'était un petit peu ça son rôle. Oui. Et au bout de quelques mois... D'ailleurs, on en avait justement rapidement parlé, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été dit, et donc qui, je pense, est arrivé. Tout a commencé pour lui lors d'un discours de Vince McMahon, qui cite cette phrase dans les vestiaires, hors caméra. On est dans la vie de l'entreprise. Vince McMahon dit à ses superstars, maintenant, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un petit peu d'agressivité, que vous y alliez, quoi, que vous mettiez pour un peu redynamiser ses troupes. Et John Cena, ce jour-là, a fait un pas en avant et a dit à Vince McMahon, voilà, moi, je veux être l'homme qui représentera ça. Je serai votre, votre lieutenant. Je vais représenter tout ce discours, quoi. Donnez-moi ma chance, je vais vous prouver que je peux le faire et poussez-moi, mettez-moi en avant et je vous prouverai que vous aurez eu raison de le faire. Et c'est donc là que Vince McMahon se dit, il a déjà ce gamin a du courage de venir parler comme ça à Vince McMahon en pleine réunion avec d'autres superstars et il lui donne donc sa chance. Et John Cena ne s'est pas loupé. Ouais. Donc ça, c'est arrivé en fait dans la vraie vie, on va dire. C'était un Oui. vrai speech de Vince McMahon. Dans les vestiaires, oui. Dans les vestiaires. C'est marrant parce que récemment, je lisais que Bruce Pritchard, qui est donc un des fidèles lieutenants de Vince McMahon, disait qu'apparemment à ce moment-là, Vince McMahon n'a pas vraiment cru à John Cena quand il est venu, mais il lui a tout de même donné sa chance et au final, voilà, on peut voir que c'est réussi. Tout à fait. Donc John Cena a commencé un petit peu sans gimmick et très rapidement, il a eu sa première gimmick qui est une des gimmicks mythiques maintenant, on va dire, des années 2000.
Dr. Thuganomics. Thuganomics. Thuganomics, Ouais, c'est un mix, le rappeur. Exactement. Bah, il paraît qu'il s'est. Enfin, il paraît, il l'a dit à plusieurs reprises, j'imagine que c'est vrai, qu'il s'est tout. Oui, et puis il y a des images qui le prouvent d'ailleurs. Qui s'est inspiré en fait de ce qu'il faisait à l'université et au lycée pour faire marrer ses potes, quoi. Il faisait du. Comment on appelle ça? De l'impro. Le freestyle. Oui, du freestyle, pardon. Parlons Jones, nous qui ne le sommes plus, même du haut de tes 10 ans. Donc ouais, voilà, il s'est inspiré de ce qu'il faisait à la fac et c'est amusant parce que c'est exactement ce qu'avait fait aussi le rock. Le rock, je crois, parlait déjà de lui à la troisième personne quand il était à la fac et quand il était dans son équipe de foot américain, là, les Alligators, je crois, De Floride. de Miami, oui, De Miami. où il était un joueur très en vue. Et ensuite, il a utilisé cette expérience qu'il avait eue effectivement au lycée et à la fac pour exploser à la WWE. Et John Cena a fait exactement la même chose. Oui, moi j'avais lu un peu pareil, puis apparemment il le faisait même un peu dans les vestiaires. Il paraît que de Oui, temps en temps. certainement. Bah, c'est-à-dire que de toute façon, c'est ce que je vous disais aussi. Oui, je te vous vois désormais, mon cher Ali. C'est ce que je vous disais encore lors du précédent numéro et celui d'avant. C'est ce qui se passe aussi sur la route. Je disais que le papy, par exemple, du coffre à catch avait été inventé, entre guillemets, sur les routes de la ICWA. Et je pense que c'est pareil. Bah, je pense pas, j'en suis sûr. C'est exactement la même chose à la WWE. Vous réunissez quelques personnes, 5-6 dans une bagnole ou une dizaine dans un vestiaire, passionnés par un truc, forcément, va y avoir de l'émulation, quoi. Les mecs vont vouloir faire des vannes, vont vouloir être le plus drôle, certains vont vouloir être le plus smart. Tout le monde va ajouter des trucs, et puis les gens qui sont un peu à l'écoute, qui sont aware, pour les plus anciens d'entre nous, petite dédicace à JCVD, bah, vont s'en servir pour créer des choses, et puis bah, dans un premier temps divertir leurs potes aux alentours, et puis s'ils ont une plus grande plateforme, bah, l'utiliser pour divertir le peuple. Les catcheurs disent souvent que ce qui marche à la base et qui font rire le public, c'est des blagues qu'ils font à la base pour se faire rire entre eux. Bah oui, bah parce qu'en général, dans le vestiaire de catch, tu as effectivement les catcheurs, donc des profils assez similaires, et encore déjà dans les catcheurs, il y a plein de profils différents. Il y a des mecs qui vont être très bruyants, d'autres beaucoup plus calmes, mais tu as aussi les arbitres, tu as aussi ceux qui viennent aider à monter le ring, les mecs dans les shows indie qui vont mettre la musique, le CD, enfin tu as plusieurs personnes. Si tu arrives à faire rire ce petit panel, bah, y a de grandes chances que tu arrives aussi à faire rire le public autour, parce que tu as vraiment des gens de tout horizon, quoi. Et donc ce John Cena rappeur, qu'est-ce que tu en pensais à l'époque? J'étais fan après. Tu avais l'album? Non, quand même pas. Je suis pas Il faut allé savoir aussi que loin. Cena est allé tellement loin dans sa gimmick qu'il a sorti un vrai album, je sais pas combien il y avait de sons, une dizaine dedans, où il rappait, parce que John Cena, à côté de ça, il faut savoir que c'était vraiment sa passion. Il adore le rap, il s'y connaît vraiment bien, et il rappait pas mal, il rappait correctement, on va dire. Oui, alors là, je peux pas dire, je suis pas du tout un spécialiste. En tout cas, en Italie, le CD a été numéro 1 des ventes, toute musique confondue, pendant Waouh. plusieurs semaines, et je sais que ça a fait des recettes monstres en Italie qui ont permis d'ailleurs aussi à la WWE à ce moment-là d'exploser encore plus en Italie, quoi. Non, puis voilà, son thème d'entrée, le Thug Life Basic Thugonomics, c'est mythique quand on l'a entendu cette année à WrestleMania. Oui, oui. C'était d'ailleurs plus cette année, mais l'année dernière. La pop, c'était une des plus grosses pop, je pense, du show. C'est vrai. Donc, John Cena, à ce moment-là, qui a un petit, un acolyte, c'est d'ailleurs Bull Buchanan, qui change de nom, qui devient B2, je crois, c'était à ce moment-là. Et donc, ils ont un petit crew à ce moment-là, mais Bull Buchanan ne reste pas très longtemps, il se fait virer par la suite. Cena qui remporte son premier titre à WrestleMania 20. Titre champion des États-Unis. Ouais. Très rapidement par la suite, champion du monde l'année d'après. Mais on reviendra sur WrestleMania un peu plus tard. Justement parce que lors de ce WrestleMania, il va affronter JBL. Tout à fait. Et JBL, je voudrais qu'on en parle aussi un petit peu. Oui, il est tout nerveux là, attention. Je déteste vraiment ce catcheur. Et non, et moi j'ai une liste noire, il faut savoir dessus où tu pourrais mettre. Il y a Jeff Jarrett, visiblement, pour les plus fidèles. Jeff Jarrett, par auront contre repéré un petit, je sais plus si c'était connard ou enculé, excusez-moi l'expression, hein, je ne fais que citer, mais sorti de nulle part au moment où je cite Jeff Jarrett dans un des premiers numéros. Jeff Jarrett, c'est même pas tellement sa personnalité, c'est juste que comme je te l'ai dit, il était pas à sa place. On nous l'a survendu par rapport à ce qu'il vaut, je trouve. Il faut que chaque personne connaisse sa place. Tu peux pas mettre James Ellsworth en champion universel. Tu vois ce que je veux dire? Je tousse beaucoup, je suis un peu souffrant, le retour des fêtes. C'est vrai. Mais non, voilà, c'est juste ça mon problème. Par contre, il y a des personnes avec qui, et je ne les connais pas, mais on entend tellement d'histoires que je sais que je pense que nous ne serions pas amis si nous nous croisons. Dedans, il y a JBL, qui apparemment est vraiment
pas forcément un bully, c'est un bully quoi. D'après ce que tu peux lire, Hardcore Holly, je le mets sur la liste, je précise que c'est ma liste, hein, ce n'est pas la liste de Christophe. Absolument pas. D'autant que moi, JBL, j'ai pu le rencontrer et le Il t'a côtoyer. frappé, dis-le, à Absolument vous, pas. à Non, vous. au contraire, il a été d'une gentillesse Mais exceptionnelle à chaque fois. En il plus, devait être bourré ou un truc dans le genre, mais c'était... et en tout cas, il était très détendu et à chaque fois, il nous reconnaissait entre guillemets. Enfin, je veux dire, il n'y a pas tout le monde dans les vestiaires qui nous reconnaît d'une année à l'autre. JBL toujours et il y avait toujours des. Comme c'est quelqu'un malgré tout, ce qu'on pourrait penser de très intelligent, donc il nous parlait toujours de la France, de la politique, de la Coupe du Monde de rugby à l'époque où on y était pour. Il y avait une Coupe du Monde de rugby en France plus ou moins à la même période. Enfin voilà, non, avec nous, il a toujours été super gentil, superbe truc. Après, je ne doute pas que ceux qui disent qu'il a été méchant avec eux, c'est pas été le cas. Je pense, j'imagine qu'il a dû l'être, mais avec nous en tout cas, Ne l'accusons pas, un mec super sympa. Très Vraiment bien. en plus. Et donc, Bravo. ce changement de personnage pour JBL, pour ceux qui connaissaient à la base, je veux dire, c'était JBL et Farouk. Et avant ça, Oui, JBL. encore, à la base, c'était John Bradshaw Layfield. Voilà, j'allais dire, avant ça, Managé peut-être même encore par Zeb Colter, non? à une période, Oncle oui. Zebekiel, au moment de Jacob et Eli Blue. À une période, il était là, À une exact. époque où il y avait encore Tracy Smothers, Freddy Joe Floyd, de son nom WWE. Enfin bon, 95, JBL arrive en texan à l'ancienne. Ensuite, si je ne me trompe pas, il part en équipe à faire les New Blackjack, Oui. en référence aux membres de sa famille, je ne sais plus si c'est son père ou son tonton, qui était l'un des Blackjack originaux, qui sont d'ailleurs dans le Hall of Fame de la WWE. Ah mais non, voilà, parce que c'est ce que je me disais, c'était avec Barry Windham. Ah, Barry Windham, Et donc c'est c'est vrai. Windham en fait qui a de la famille aussi. Mais qui JBL a- aussi, oui, D'accord. Windham, mais il me semble que JBL aussi fait partie de cette lignée D'accord, ok. de catcheurs. Bah, en tout cas, bon, oui, Barry Windham, c'est sûr, évidemment. Bon, cette équipe n'avait pas marché. Non, ça non, avait mais pas c'était fait- une époque où ils essayaient un petit peu de refaire vivre des vieilles équipes. Il y avait, comme dit Bart Gunn et Bob Holly, qui avaient fait les New Midnight Express, me semble-t-il, ou une de ces vieilles équipes managées par Jim Cornette. Non, ça te rappelle rien? Ben, moi Bombastic Bob. j'avais un souvenir de Al Snow qui a été aussi retombé dans une gimmick. Oui, un lui petit c'était peu les comme New ça. Rockers. Lui, c'était avec les Marty New Rockers, Jannetty, c'était voilà, ouais. longtemps avant ça. Ils avaient refait plein de choses, ouais, c'était Ils tentaient. catastrophique. Donc JBL, Donc JBL, ce changement de personnage par la suite, il était avec Farouk. les acolytes. Les acolytes, ils sont passés dans le Ministry of Darkness à un moment aussi. Les APA étaient pas mal quand même, hein. Pour l'adolescent que j'étais, qui pourtant ne buvait pas d'alcool, mais Ouais. cette gimmick de mecs qui jouent au poker dans leur faux bureau avec juste une porte. Et tu dois passer par la porte pour... Oui, sinon ils font pas gaffe à toi. Non, c'était des petits trucs effectivement très amusants, très bien pensés. C'était pas non plus. Puis ils ont démocratisé aussi le ballroom. Bro. Oui, enfin bar, les bagarres dans les bars. Mhm. Non, c'était une Non, bonne. moi, les J'ai un APA. t-shirt APA. Les APA, j'adorais. Bah, d'ailleurs, ils étaient là lors du grand moment qu'on avait cité une fois quand Chris Jericho remporte le titre la première fois à Raw en 2000 ou 2001, mais que la situation est renversée. À ce moment-là, il avait embauché les APA et les APA sont sur la rampe d'entrée, ils empêchent Triple H d'attaquer Earl Hebner et tout. Et c'est vrai qu'ils étaient cool. C'était des gars avec qui tu avais envie de squatter à ce moment-là, on pourrait dire. Allez boire une bière, même si j'avais 10 ans, je ne buvais pas de bière à ce moment-là, bien entendu. Enfin, en cachette. Et donc, par la suite, ils se séparent. Farouk a eu une gimmick solo aussi au début, quand ils se sont séparés. Ah bah alors là, je ne sais plus. Ça nous a pas marqué en tout cas, donc ça veut dire que je pense qu'il a dû rapidement partir à la retraite par la suite. Ouais. Parce que Ron Simmons, qui est quand même un ancien footballeur américain, qui avait déjà une longue carrière devant lui, où il a été le premier noir champion du monde de l'histoire du catch. Ça m'avait étonné À la d'apprendre ça. quand WCW, j'étais il jeune. avait battu Vader, me semble-t-il. Et il avait aussi fait pas mal de bonnes choses en équipe avec Butch Reed, un ancien de la WWE, qui était notamment dans le tournoi de WrestleMania 4, où Marty Jannetty, Shawn Michaels, non, Macho Man Randy Savage gagne. Mais voilà, Ron Simmons avait déjà une longue carrière, quoi. Ouais. Et il était déjà en plus très respecté pour sa carrière dans le foot américain, où il est d'ailleurs, je crois, dans le temple de la renommée, le panthéon du foot américain, ok. dans le Hall of Fame, je crois qu'il est dedans, Ron Simmons. Oui, mais en effet, lui après les APA, il a arrêté. Bon, ben voilà. Donc justement, lui, il a arrêté. Et par contre, et ça c'est quelque chose où moi, j'étais pas encore trop habitué quand j'étais jeune, c'est quand un catcheur change totalement de gimmick d'un coup. Je veux dire, ça m'avait quand même un petit peu choqué. On a ce JBL qui est quand même plutôt redneck, texan, à la dure, et qui devient d'un coup
l'homme d'affaires, businessman qui arrive en limousine avec la coupe de cheveux, le sourire, le Oui, oui, smile. il y a une entrée assez exceptionnelle pour l'époque. Effectivement, sa musique complètement modifiée, et comme tu dis, la limousine, oui. Mais ça se tenait, hein, c'était parce que, comme tu dis, il est au Texas. Donc au Texas, il y a quand même le pétrole. Bon, pour les plus jeunes d'entre vous, nous, dans les années 80, quand tu avais 10 ans, on a grandi avec Dallas, avec ces séries qui montraient effectivement que Son univers impitoyable. everything's bigger in Texas, tout est plus gros au Texas. Donc ça pouvait coller que JBL, ben, effectivement, en tant que catcheur, et d'ailleurs il l'est aussi un peu dans la vie, il est investisseur, il est intervenu plusieurs fois sur CNN ou Oui. Fox News dans des émissions économiques. Donc ça, c'était totalement crédible qu'il ait pu investir son argent du catch dans le pétrole notamment ou dans d'autres ressources ou je ne sais quoi. En tout cas, qu'il ait pu gagner beaucoup d'argent et qu'il soit devenu tout d'un coup riche. Mais peut-être qu'ils ont. Ouais, je sais pas, peut-être que je l'avais pas bien saisi en fait Et t'étais jeune. quand j'étais jeune, mais le changement m'a dérangé du tout au tout. Puis aussi en fait ce JBL qui du coup était un catcheur par équipe depuis les 4 années où moi je le connaissais, qui d'un coup devient main eventer de la WWE. Mais là on parle dans l'espace de 2 mois, hein. D'un coup il a été propulsé en main event, et donc après WrestleMania 20, il se retrouve en rivalité avec Eddie Guerrero à ce à fait. moment-là. Et ouais, enfin moi personnellement je trouvais qu'il était... On va reparler de Jeff Jarrett justement, mais c'était un peu comme Jeff Jarrett. J'ai eu du mal avec JBL en main event au départ. Il n'était pas crédible Ah, pour mais moi, je pense que tout le monde, parce qu'effectivement, on était très habitués. Mais ça a dû faire peut-être la même chose pour Stone Cold Steve Austin, qui avait eu une longue carrière en équipe, en solo, à pas faire grand-chose, au moment où il est devenu très connu, quoi. Les fans de la WWE le connaissaient peut-être pas autant, mais ceux de la WCW ont dû se dire, bah, c'est qui ce... Enfin, pourquoi tout d'un coup Steve Austin est si incroyable? Bon, évidemment, on compare pas JBL et Steve Austin, mais c'est sûr que le changement a été difficile à accepter au début, mais ils lui ont direct donné des rivalités assez violentes. Avec Eddie Guerrero, il y avait quand même beaucoup de sang. Donc je pense que ça a un peu aussi crédibilisé son côté dur à cuire, quoi. Mhm. Ben, il y a un fameux match, je crois que c'est un bull rope match, où donc tous les deux sont attachés par une corde. Il y a beaucoup de sang dans ce match. Et donc au bout de 2 matchs, il se passe ce qui est impensable pour moi à l'époque. JBL devient champion de SmackDown. Eh oui. Eddie Guerrero perd le titre. J'avais le cœur brisé. Bah, je pense que beaucoup devaient avoir le cœur brisé. Après, on savait tous aussi que JBL était sans doute un champion de transition, en quelque sorte, même s'il va rester quand même champion quelque temps. Et c'était une manière pour mieux faire exploser John Cena derrière. Donc c'est bien d'avoir un champion que tout le monde déteste parfois, Oui, tu vois. ça c'est pas faux. Même Et en tout cas, oui, il jouait très bien son rôle, il était détesté. Ça, c'était un vrai heel. Clabin, c'était peut-être pour ça en fait que je le détestais tellement quand j'étais gosse, hein. Il jouait très bien son rôle, et donc moi il m'avait eu. Après, par rapport à ça, donc on va passer à début 2005, mais juste avant, on va encore parler d'un catcheur qui a explosé en 2004. C'est Eugene. Et justement, toi, tu as pu bien suivre ça vu que c'était à Raw. Oui, Et c'était une grosse storyline, donc c'était la storyline principale bien sûr, de oui, Raw à oui, ce moment-là. on commentait ça toutes les semaines avec Philippe, donc toujours à l'époque sur RTL9. Là, on est vraiment au début du recommencement, entre guillemets. Ça fait 2 ans qu'on commente à nouveau. Je pense peut-être qu'on est passé à 1 heure d'Euro et 1 heure de Hit, alors qu'on n'avait qu'1 heure d'Euro au départ, je pense. Mais on n'avait pas encore SmackDown. Et donc, effectivement, oui, la rivalité avec Eugene, toute cette guerre, moi je me souviens, oui, Bah, cette époque à Raw était quand même très divertissante avec Eric Bischoff, avec les jeunes superstars même comme Maven derrière qui vont commencer à grandir et ce genre d'histoire. Et bon, Eugene était donc le neveu d'Eric Bischoff, dont Eric Bischoff voulait à tout prix se débarrasser et qui finalement est devenu très populaire. Et comme l'être humain derrière le personnage, Nick Dinsmore était considéré comme un vrai futur grand. Mhm. Je sais que Jim Cornette, c'était son petit protégé à la OVW d'ailleurs Ouais. encore, c'était toujours ça. Et donc il lui prévoyait un grand avenir. Bon, malheureusement pour lui, c'est vrai qu'il a eu une grande carrière, mais très courte. Mais c'est étonnant que la WWE ait pu aller dans ce chemin-là et en faire une réussite, en quelque sorte. Parce que c'était pas aussi horrible qu'on pourrait l'imaginer avec le recul. Et puis, encore une fois, pour prendre des exemples de vieux, moi j'ai grandi avec une série Corky sur la 3 Ok. qui mettait en scène un acteur qui, pour lui, pour de vrai, était. C'est quoi le terme d'ailleurs? Il était
Eugène était... Ah bah mince, maintenant j'ai même plus le mot. Je saurais pas dire non plus comment. Bon, bah qui souffrait du même handicap que Eugène. Ouais, Maintenant, ouais. le mot ne me revient absolument pas. Donc, je sais pas si c'est ça, mais on était habitué à... Et puis, il y avait le film également en France avec un acteur aussi qui souffrait du même, Oui, ce du même film mot. était très connu avec Le Daniel 8e Auteuil, jour, ouais, le je comme crois. acteur, je crois. Oui, Daniel Auteuil en costard du film. Pour l'époque, c'était mythique ce film. Je ne sais même pas si je l'ai vu. Mais en tout cas, le public était habitué à voir, en tout cas, me semble-t-il, quoi, mais plus qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on n'en voit quasiment nulle part. Si, il y a un film cette année qui est sorti avec Vincent Cassel, entre autres. Et voilà. Bon. Bah, disons que c'est très compliqué de jouer sur cet univers, justement. Oui, et parce là, que- c'était d'autant plus compliqué que l'être humain en question ne souffrait pas de ce mot. Ouais. Donc, on aurait pu tomber vraiment dans quelque chose d'horrible, et ça aurait pu... Alors, avec le recul, je ne sais pas si ça l'est devenu, j'ai pas revu depuis, mais il me semble que c'était pas si mal fait, que c'était fait de manière très... entre guillemets, gentille, douce. Alors certes, il a morflé, il a pris cher quand même. C'est ça ce qui pourrait être dangereux mais aujourd'hui. il gagnait toujours à la fin, en quelque Ouais. sorte. Donc il y avait quand même une bonne... Bah, en fait, le personnage est très difficile à jouer. Donc déjà, chapeau Oui. à Nick Dinsmore pour ça. Et à côté de ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il était très attachant. La WWE avait super bien fait toute la rivalité. Parce que donc, Eric Bischoff avait honte, en fait, de son neveu, qui avait ce léger handicap et qui était donc un petit peu particulier. Ah, je crois qu'il souffrait d'autisme. Non? Ah non, il n'était pas autiste. non. Je sais plus exactement quel terme ils utilisaient. He was portrayed as the special, overly excited nephew. Ah bon, ok. Il était spécial. Donc la WWE disait simplement, en fait, par rapport à Eugene, qu'il était spécial. Oui, mais ça, c'est le terme américain. D'ailleurs, il l'utilise également pour les Jeux Olympiques, les Special, Special. Olympiques. Alors, on va appuyer sur spécial et on va traduire en français. Handicapé mental. Ah, donc, Le handicap mental pour Wikipédia. Donc, ben, voilà, il souffrait d'un handicap mental. Et donc, comme tu le disais, la WWE avait réussi à le faire de manière... attachante en Voilà. fait, oui, parce que donc Eric Bischoff voulait se débarrasser de lui comme le père qui veut se débarrasser un peu du gosse qu'il aime pas. Là, c'est le neveu qui fait honte à la J'espère famille. que ça n'arrive chez aucun d'entre vous, parce que Ah si, chez moi c'est ni une mon tradition. père, ni c'est- ma mère n'ont voulu se débarrasser de moi, mais bon. Si, nous on a jeté le dernier qui... Ok. Et donc en fait, il l'a donné à William Regal. Et William Regal à la base n'aimait pas Eugene, mais au fil des semaines, il commence à s'attacher à Eugene. Donc Regal jouait aussi parfaitement son personnage. Et moi, ce qui me faisait vraiment marrer en fait, c'est que tous les catcheurs étaient super gentils avec Eugene, dont The Rock, je crois, qui était même venu faire une interview avec lui. Et à chaque fois, il lui disait alors, tu sais qui le meilleur Oui, Il il fait avait- ah c'est The Rock. Il fait alors tu l'adores Oui The Rock. Il fait mais c'est qui ton catcheur préféré Et Je là répondrais, Eugene. Eugene, en fait, son catcheur préféré, c'était Triple H, alors que Triple H était méchant. Donc personne ne comprenait pourquoi il aimait tellement Triple H. Et Triple H a joué de ça. Il a eu Eugene sous son emprise, il l'a utilisé, puis au final il l'a attaqué, etc. Et je pense qu'en fait aujourd'hui on pourrait plus faire ce genre de gimmick parce que si on donne ce rôle à un catcheur puis qu'on le fait et qu'il se fait taper en fait dans le ring, il y aurait tout de suite des gens qui se plaignent, je pense. C'est possible. Après, bon, oui, c'est le genre de gimmick qui ne se retente pas forcément. Non, Ça mais, s'est tenté, ils ont réussi. Ça aurait pu foirer complètement et ça n'a pas été le cas. À ce moment-là, c'est vrai que c'était marrant. Et on va terminer avec ces gimmicks un petit peu spéciales qu'on a eu en 2004 avant de passer à 2005. Juste pour citer Mordecai. Est-ce que tu as quelconque souvenir de Mordecai Oui. peut-être pour dire à quel point il a marqué les gens Oui, bien sûr, bah, c'était, on le vendait à la base comme l'Undertaker, mais C'est en ça, blanc. quoi. Il Ouais. avait les cheveux blancs, les sourcils blancs, il était vêtu de blanc. C'était le côté lumière, mais si je me souviens bien, il était méchant quand même. Oui, Donc, oui. il était le côté sombre de l'Undertaker, mais gentil, le côté blanc de... Je sais pas. Mais oui, après, je suis pas certain de l'avoir. On a dû commenter 1 ou 2 matchs de lui quand même, parce qu'il a fait au moins un match en pay-per-view. Mhm. Mais oui, il a très vite disparu. C'est des tentatives, malheureusement, qui n'ont pas fonctionné. Juste pour ceux qui seront curieux, vous pourrez chercher Mordecai. Et en gros, on nous l'a vendu comme étant l'Undertaker. Ce sera le nouvel Undertaker de la fédération. Donc il avait une belle entrée avec de la fumée. Je crois qu'il arrivait avec une épée qu'il mettait dans un socle au moment où il arrivait vers le ring. Peut-être. Mais au final, grosse déception avec ce personnage. Parce qu'on nous survend quelque chose et c'est pas du tout arrivé. Non. On passe à 2005. Donc 2005 qui démarre avec le Royal Rumble, dont on a parlé dans le Top Rumble, qui est disponible sur Catch Club. Par rapport à ce Rumble, est-ce que tu peux nous parler de la fin? Ok, oui. Eh ben, c'est John Cena et Batista qui se retrouvent en même temps dans le ring.
tout le monde se demande mais qui va gagner ce Rumble, qui va gagner ce Rumble, et puis finalement les deux tombent à l'extérieur du ring. Alors contrairement au Royal Rumble 94, qui est ton Rumble préféré, du haut de tes 10 ans à l'époque, c'était pas fait exprès. Autant au Royal Rumble 94, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, Bret Hart et Lex Luger étaient bien censés tomber en même temps et il devait bien y avoir 2 vainqueurs du Royal Rumble. Autant cette année-là, il ne devait y en avoir qu'un. Et si je ne me trompe pas, ça devait être Batista. Sauf qu'ils se sont laissés entraîner sur un... Je crois que c'est un crossbody. Un powerbomb. Batista en fait prend John Cena pour le powerbomber. Ah oui. Et quand il soulève John Cena, en fait il le soulève tellement fort. Et je pense aussi qu'ils sont KO au bout de 30 minutes de match. Qu'ils passent tous les deux. Ils se déséquilibrent tout et ce qui est énorme, parce que moi ce qui m'avait choqué avec le Royal Rumble 94, c'est le timing. Bret Hart et Lex Luger tombent... Oui, à peu près, mais ils ne montrent jamais vraiment l'image. Jamais, mais ils tombent comme plan, ils sont collés, ils tombent vraiment dans un timing parfait, au même moment. Et honnêtement, là, sans le faire exprès, Batista et John Cena arrivent à tomber plus ou moins exactement au même moment aussi. Donc c'était, moi à la base j'étais persuadé que c'était fait exprès sur le coup. Mais je pense que beaucoup ont dû se dire la même chose. Je me souviens pas franchement de la réaction que j'ai eue, d'autant que je l'ai pas vu en live. Donc oui, beaucoup ont dû douter. Et ensuite il y a Monsieur McMahon qui arrive en courant, qui tente de monter dans le ring et il s'arrête net dans sa montée de ring et il s'assoit. Et là personne ne comprend pourquoi il reste assis. Et même les commentateurs disent Vince McMahon is standing in the ring, mais non, il n'est pas standing, il ne se tient pas debout, il est assis dans le ring, il vient de se briser les 2 genoux, je crois, Tibia, au moment du choc sur le ring en fait. Au moment de glisser sous la corde, parce que c'est vrai que c'est fichtrement dur, dans les petites anecdotes qui ne servent à rien. Après les shows ICWA, moi j'avais des bleus aux 2 genoux, enfin notamment au droit, parce que moi j'avais pour habitude de monter sur le ring en sautant et en glissant avec le genou droit pour monter sur le bord du ring et ensuite avec mon pied gauche de me redresser droit. Okay, ouais. Bon, je suis pas catcheur, moi c'était ma manière à moi, mais ça m'arrachait le genou parce qu'effectivement c'est une barre de fer et du bois. Donc quand vous faites ça plusieurs fois dans le soir, à la fin de la journée, à la fin de la soirée, vous avez mal au genou. Et là, Monsieur McMahon, dans le choc au moment de glisser sous la première corde, tout pète. Et il essaye de se relever, je crois, et malheureusement il tombe et c'est des images assez... ça fait mal pour lui, quoi. Ouais, non, c'est clair, parce que donc à ce moment-là, il faut comprendre que c'est un petit peu le bordel, excusez-moi du terme, parce qu'il faut improviser. Il y a 2 arbitres dans le ring qui sont en train de dire non, c'est Cena, non, c'est Batista. Exactement, voilà. Et je pense dans la Gorilla Position, cette petite chambre qu'il y a avant le rideau, avant de rentrer dans la salle, Vince McMahon a dû enlever son casque pour dire I'm going there, j'y vais. Et donc il y va, quoi. C'est ça, je pense que c'est exactement ça à mon avis. Sûr, il a dû jeter le casque et faire I'm going there. Et donc c'est pour ça, je pense que l'excitation, l'adrénaline, blabla, il a pas fait attention, il était pas échauffé, il se jette dans le ring, bim. Après normalement on s'échauffe pas forcément, mais il était déjà plus un genou, quoi. Donc, c'est ça aussi, ouais. Et donc les 2 jambes pétées, il se retrouve contre la corde comme ça allongé, à faire des grands gestes, à faire des grands gestes et pendant quelques instants c'est un petit peu le doute qui plane et puis il décide de relancer le match. Et on évacue Monsieur McMahon. Parce qu'en fait, il donne à ce moment-là ses consignes en même temps en s'énervant. C'est un truc qui est connu dans le catch où tu fais semblant de t'énerver, mais en fait, tu es en train de donner tes consignes au catch. Je pense que là, pour le coup, il devait vraiment être énervé malgré tout, même potentiellement. Si pas contre les superstars en tant que tel, mais dans le fait que ce soit le bazar le plus total, quoi. Donc en fait, il demande à ce que le match reprenne. Et donc, comme tu l'as dit, c'est Batista qui devait remporter ce Royal Rumble parce que Batista avait explosé avec Evolution, comme on en a parlé lors du dernier épisode, alors que John Cena, lui, était en train d'exploser. Donc par contre, c'était déjà génial pour John Cena d'être parmi les 2 derniers lors du Royal Rumble. John Cena venait à peine de débuter, je veux dire, 3 ans après. Et là, il se retrouve déjà pas mal haut au niveau de la carte. Batista aussi, c'est le même... la même période, c'est vrai. Donc Batista qui devient champion du monde. Et à côté de ça, on passe maintenant à WrestleMania 21. Donc oui, spoiler, Batista gagne. Déjà, moi je me souviens de l'histoire. Sur RTL 9, je pense que les plus anciens s'en souviennent aussi, dans Puissance Catch. Ça avait été vraiment très sympa de suivre le choix de Batista. De savoir, parce que pendant pas mal de temps, Triple H essayait de convaincre Batista de choisir JBL. Il y avait même eu au pay-per-view précédent WrestleMania une attaque sur Batista avec une limousine, je crois, et on a tout accusé de JBL. Et puis au final, il s'avère que c'était Triple H qui voulait justement influencer Batista. Et le jour où
dans Puissance Catch. Enfin, moi, c'est un de mes grands souvenirs de cette époque-là de commentateur, le jour où il choisit et qui fait passer Triple H à travers une table en signant le contrat. Et voilà, et la bête est enfin libérée. Énorme pop. Et c'est aussi beau d'avoir eu à ce moment-là sur RTL9, pour Philippe et moi qui reprenions un peu, et pour les téléspectateurs, ce genre d'éclosion. Parce que on crée un nouvel auditoire, en quelque sorte, une nouvelle génération de fans qui ont pu, dès le début, suivre l'explosion de Batista et de John Cena. Ils ont pu, voilà, comme moi, j'ai pu suivre dès le début Shawn Michaels dans les Rockers et le suivre dans son évolution en solo et ensuite en main eventer et compagnie. Bah, les gens sur RTL9 ont pu voir Batista débuter, grosso merdo, parce qu'il était d'abord à SmackDown, il me semble-t-il, mais enfin bon voilà, après grandir, évolution, et puis ensuite se libérer seul et devenir champion du monde, et parallèlement faire la même chose après avec John Cena. Donc ça, je crois, bien cimenter en fait l'auditoire francophone autour de ces superstars. Et on peut parfois reprocher à Triple H à ce moment-là d'être un peu trop dominant, on va dire. C'est arrivé parfois dans les storylines. Mais par contre, avec Batista, il a fait le taf. Parce que c'est littéralement Triple H qui a réussi à bâtir, on va dire, Batista en lui donnant 3-4 défaites de suite, je crois. Il a perdu 3-4 fois de suite, je crois, contre Batista en pay-per-view à l'époque. Bah, il y a WrestleMania, il y a la revanche et il y a un Hell in a Cell. Voilà. Donc, mais bon, c'est ce qu'on disait déjà, ce gang, l'évolution a été réalisée de manière parfaite. Ouais, non, c'est vrai. Mais moi, chapeau à Triple H à l'époque, il a aidé ces petits jeunes quand même. Et juste avant de passer à WrestleMania, puisque je sais que vous êtes friands de petites anecdotes, à cette époque-là, c'est la première fois qu'on va faire quelque chose avec RTL9 et la WWE, si je ne me trompe pas, parce qu'ils ne sont pas encore revenus pour les tournées. Mais à quelques semaines avant WrestleMania, on nous a envoyé Shelton Benjamin, champion européen. C'était en association avec Touquet. Bon, je sais plus, je crois pas que c'était Touquet encore à l'époque, mais bon voilà, c'était en association avec le jeu vidéo. Et Shelton Benjamin, me semble-t-il, avait gagné un tournoi auprès des superstars. Ils le font encore aujourd'hui, ou en tout cas, au moins peut-être sur la chaîne de Xavier Woods. Enfin donc voilà, il avait gagné un tournoi, il était le meilleur joueur de jeux vidéo. Ah, ok. Et on avait fait un jeu concours avec RTL9, et je sais que un ou deux fans étaient venus sur RTL9. Il y a une des photos est sur mon compte Instagram, tu pourras la mettre maintenant. Voilà. Et donc Shelton Benjamin était venu avec son titre intercontinental dans les locaux du groupe AB. Intercontinental ou européen? Intercontinental, non, il était champion intercontinental. Okay, et je vérifie, effectivement, je crois il était venu un mercredi ou un jeudi. Et le lundi auparavant, Chris Jericho avait annoncé qu'il y aurait le premier Money in the Bank ladder match de l'histoire. Et on lui avait demandé, alors est-ce que tu seras dedans? Et lui nous avait dit, bah oui, j'aimerais bien, mais c'est pas encore sûr, parce qu'évidemment, ça venait d'être annoncé, donc il savait pas où son avenir, de quoi son avenir serait fait. Mais donc on a pu passer une journée avec Shelton Benjamin, qui était une jeune superstar, qui était assez timide. Franchement, il était assez simple comme garçon, il n'était vraiment pas grosse star. Je pense que c'était aussi un de ses premiers déplacements pour la WWE, donc il apprenait encore tout le process de la communication. Et puis Philippe et moi, on était aussi très, entre guillemets, jeunes dans ce cadre-là. On avait fait, c'était, je crois, nos premières interviews pour la WWE. Voilà, on avait fait, j'avais fait le Rock tout seul, comme on en a déjà parlé dans un précédent numéro. On avait fait évidemment Ric Flair et Sting, la WCW, mais ça faisait déjà presque 2-3 ans depuis. Et donc là, on a pu passer l'après-midi avec Shelton Benjamin, avec ce titre intercontinental. Moi, je me souviens que j'avais choisi un t-shirt où il y avait écrit, je sais plus ce qu'il y avait écrit, mais en tout cas, il y avait un fuck dessus. Et je crois qu'il y avait écrit Have a nice day, un fuck avec un petit smiley dedans, quoi. Et dans les programmes télé, parce que cet après-midi-là nous a aussi permis de prendre des photos, envoyer au programme télé, tu sais, pour le petit encart catch. Je sais pas si c'est RTL9 ou les programmes télé, mais ils avaient censuré. Donc ça devenait plus qu'un point jaune. Et ce t-shirt a longtemps été le t-shirt que je portais pour chaque show ICWA en dessous d'une veste de costume, quoi. Mais je crois qu'on l'a mis dans le dernier épisode, parce que j'ai sorti une photo de Monster et toi où tu as un t-shirt qui correspond à cette description. Donc voilà, c'est ce t-shirt-là, je le portais pour le pauvre Shelton Benjamin. Non, mais qui était vraiment super sympa. On a fait des vidéos assez sympas. Peut-être qu'il la ressortira un jour sur la chaîne Catch Off, qui ressort nos vieilles interviews, mais enfin voilà, c'était la première fois qu'on croisait une superstar de la WWE. Il avait passé l'après-midi, il avait joué aux jeux vidéo avec les fans qui étaient ravis, et puis on avait eu en avant-première effectivement
la quasi-confirmation qui serait dans le Money in the Bank Ladder Match, le premier de l'histoire WrestleMania 21. Qui a donc été co-inventé par Chris Jericho. Bah oui, en tout cas dans l'histoire à l'époque, c'est Jericho qui me semble le propose même à l'antenne, quoi. Il propose cette idée d'échelle avec quelque chose à décrocher qui pourrait être remis en jeu sur le long terme. Et à la base, ça devait être un contrat. Et apparemment, par contre, l'idée de la mallette, c'est Vince McMahon. C'est toujours cette petite idée de marketing de génie de Vince qui fait non, il faut que ce soit mieux qu'un contrat, il faut que ce soit quelque chose que tu puisses amener avec toi par la suite. Oui, ou vendre. Et Parce qu'un bout de papier, ça Mais se alors, vend, mais une la belle mallette, mallette... c'est vrai, parce qu'à cette époque-là, je pense qu'il n'avait pas directement mis en vente, mais oui, par la suite, maintenant là, c'est un produit quand tu dérivé vas à comme les autres. WrestleMania, mais oui, tellement Oui. de personnes ont la mallette. Si tu vas au ouais, Access, les gens se promènent effectivement fièrement avec leur mallette. Ouais. c'est vraiment quelque chose qui a bien marché. Donc le premier Money in the Bank, tiens, pour le citer, alors qui on avait dans le premier Money in the Bank match? Eh ben, on a Edge qui le gagne évidemment, Chris Jericho, Shelton, Benjamin, Chris Benoit, Christian et Kane. Ok, ouais, donc c'était pas mal du tout. Puis... Non, c'était exceptionnel, blague à part. Non, mais c'était le premier de l'histoire, on ne savait absolument pas à quoi s'attendre. On avait été habitué à des matchs de l'échelle avec plusieurs superstars, mais par équipe. Je suis pas certain qu'on avait connu tant de matchs de l'échelle en solo avec autant de participants, donc c'était vraiment quelque chose de nouveau. Ouais. C'est vrai que maintenant c'est Shel- habituel, mais... Ah oui, c'est devenu effectivement, ça fait plus d'une décennie, donc on y est habitué. Mais le premier Money in the Bank, on était comme ça, quoi. Et puis Shelton Benjamin justement dans ce match qui, je crois, marche sur les échelles et s'envole. C'est un truc dont je me souviens encore bien, puisque comme je te le disais avant qu'on commence, WrestleMania 21, c'est le premier que j'ai pu voir en live, qu'on a pu acheter avec mon ami Naniwa sur www.com. À l'époque, ils vendaient, je pense que c'est le deuxième peut-être qu'ils ont vendu. Peut-être qu'ils les faisaient avant, mais j'en doute. Et WrestleMania 21, voilà, c'est le premier en direct, en pleine nuit, qu'on a acheté, qu'on s'est fait, notamment, et c'est marrant parce qu'on l'oublie souvent ce match, mais pour le Shawn Michaels Kurt Angle. On voulait pas louper. Le stream était correct? Oui, bah ouais, ça n'a pas coupé une fois, et pourtant on était on était quand même déjà en, comment dire, en câblé. Ok. C'était plus du 56K, c'était plus le D'accord. modem. C'était déjà câblé, quoi. Mais voilà, non, c'était extrêmement correct. On a maté tout le show en live et c'était exceptionnel, quoi. Bah, je pense pour vous, ça a été pareil. Le premier WrestleMania que vous avez pu regarder en live en faisant la nuit blanche, que ce soit tout seul ou avec un pote, c'est un souvenir inoubliable. Pas faux. Non, mais c'est vrai que ce WrestleMania était pas mal du tout en plus. Ah si, oui, grosse carte. Undertaker contre non, tu viens de le dire, Shawn Michaels contre Kurt Kurt Angle. Angle, oui. Undertaker contre Randy Orton. Ouais. Grand match aussi qu'on a beaucoup commenté avec Shero sur les best-of, que ce soit du Taker ou de Randy Orton, et qui est vraiment... je crois que c'est la première fois qu'on parle de la streak. Je crois que c'est la première fois que la WWE exploite l'invincibilité de l'Undertaker. C'est Randy Orton, je crois, est le premier à avoir dit « je vais battre l'Undertaker ». Je vois là qu'il est à 13 victoires, donc... à 0 défaite, donc je pense qu'il a dit voilà, tu t'arrêteras à 12, moi je te bats. Ok. Et c'est un superbe match, c'est très bien raconté. Randy Orton, plusieurs fois, on se dit qu'il peut effectivement battre l'Undertaker. On avait également un match exhibition, on va dire, entre Akebono et le Big Show. Oui, alors étonnamment, celui-là, je m'en souviens pas plus que ça. Bah, mais j'allais je dire vois exactement une la même minute. chose. Je me souviens d'Akebono qu'il ait participé, mais c'est pas. Après une minute de combat, les C'est assez entrées ont été marrant, ouais, longues. mais ça nous a vraiment pas marqué du tout par rapport à, par exemple, une feud qu'on aura plus tard entre Big Show et Floyd Mayweather, Oui. où j'ai beaucoup plus de souvenirs. Ah oui, mais alors là, on était en plus dans le côté. Bon, toi non, peut-être pas, mais pour le catch attack et tout ça, donc ça marchait vraiment bien à l'époque. Effectivement, les gens ont retenu cette rivalité. Ouais. Puis la rivalité avait démarré tellement bien avec, on en reparlera dans Oui, le nez l'épisode, pété, mais oui. Floyd Mayweather qui pète le nez de Big Show lors du premier C'est segment. Visuellement parlant, c'était Mais parfait. c'est surtout, là en l'occurrence, on va pas faire 3 heures sur Akebono, mais je crois qu'il n'était pas apparu avant. Oui, exactement. Donc il est là que pour WrestleMania, c'est une occasion d'avoir un match unique, une image unique. Mais il n'a pas la même aura, on va dire, aux États-Unis où personne ne le connaissait quasiment. En Europe non plus. Ouais, c'est en vrai. l'occurrence. Alors qu'au Japon, voilà, ben, logiquement, mais au Japon, Akebono est un dieu qui, après le monde du sumo, a également fait un petit peu de K1. Et même, il est même apparu à la New Japan derrière. Donc, il a un petit peu tout fait. Et donc, les main events de Attends, parce que tu oublies aussi quand même, il y a quand même du Rey Mysterio et Eddie Guerrero en match d'ouverture qui est quand même difficilement oubliable. Et je me demande, pardon, s'ils n'étaient pas tous les deux champions par équipe à ce moment-là. Et que c'est une bataille entre guillemets d'amis.
Et Rey Mysterio gagne, et c'est le début du heel turn d'Eddie. En tout cas, ils étaient encore potes, et cette défaite va faire changer Eddie Guerrero, parce qu'on va commencer à dire qu'Eddie est pas capable de battre Rey Mysterio, parce que tout le monde aussi encore avait en tête l'exceptionnel match de Halloween Havoc 97, le titre Cruiserweight WCW contre le masque de Rey Mysterio, où Mysterio bat Eddie Guerrero, et c'est l'un des plus grands matchs de l'histoire. Oui, Halloween Havoc 97, disponible sur le network. Eddie Guerrero, Rey Mysterio. 5 étoiles par Dave Meltzer, même si ça ne veut pas dire grand chose pour moi. Non, mais bon, en tout cas, c'est plaisant. Non, mais c'est un match où ils font des trucs de ouf. Pas forcément dans celui-là à WrestleMania 21, parce que je pense qu'ils savaient que c'était le début de beaucoup d'affrontements. Mais voilà, quand même, Eddie Guerrero, Rey Mysterio à WrestleMania, pour l'époque, c'était quelque chose qu'on n'imaginait pas voir un jour. Donc, on était déjà comme des fous. Yes. Donc maintenant, on peut passer au main event. Oui. Oh là là, il est chafouin. Désolé. On le laisse pendant 2 semaines et il croit qu'il fait ce qu'il veut, quoi. Donc, John Cena l'année précédente, qui remportait son premier titre, le championnat des États-Unis. Et 1 an plus tard, il affronte le champion JBL, le champion WWE. Et il remporte son premier championnat du monde en 2005. Donc, c'était déjà il y a 15 ans que John Cena remportait son premier titre mondial. Mais une petite question par rapport au titre de John Cena. Est-ce que tu... Bon, après ça, c'est accessoire. Hein, mais est-ce que tu aimes bien les spinner belts? Pas particulièrement. Mais pour la petite histoire, c'est la seule et unique ceinture que j'ai, moi. C'est Shero qui, un jour, a dit « Allez, je nous achète des ceintures. » Non. Et donc, il m'a offert la spinner belt qui sera créée par John Cena. Donc... Mais voilà, c'est la seule que j'ai. Après, moi, j'aurais rêvé plutôt du titre intercontinental, mais j'ai pas choisi. C'était un beau cadeau, je remercie Philippe. Moi, je lui ai jamais offert de ceinture, par exemple. Hein. Donc, vous voyez, encore une fois, Philippe Chiro est quelqu'un de bien. Mais bon, il offre des cadeaux de merde. Par contre, donc, voilà. Mais il est bien, il est gentil. Ah, le cadeau à 500 balles oui, c'est ruiné. Non, c'est vrai, ouais, c'est clair. Non, mais c'est la seule que j'ai. Ah, ok, bah ouais, mais c'est quand je vois l'un de nos amis Catch Power, Aurélien, qu'on embrasse très fort. Collection d'Aurélien de moi, ceintures. Ça me rend... Même ses sièges. Ouais, c'est vrai. Ishtou, il a son siège du Royal Rumble 2005. Maintenant, je revois l'affiche. C'était West Side Story, le Royal Rumble 2005. Et il a ce siège-là où j'essaye souvent de m'asseoir quand je suis chez lui. Moi, j'en ai aucun. Et je rêverais d'en avoir, quoi. Alors que, bon, après, c'est vrai que j'ai eu des choses folles dans ma vie. Mais un petit siège WrestleMania, moi, c'est pas forcément les sièges, mais il me faut une ceinture. J'en rêve depuis tout petit. Et j'espère que j'arriverai à avoir autant pour tes 11 ans. Allez, pour mes 11 ans, un jour, on verra. Mais une petite ceinture, ouais. Donc, moi, parce que moi, j'aimais pas trop les designs des spinner belts, en fait, je t'avoue. Je trouve que ça passait de ceinture de champion à un jouet. Oui, mais après, c'est le marketing. C'est justement parce que ça ressemblait bien à un jouet que ça s'est vendu comme ça s'est vendu. Et c'est sans doute la ceinture la plus vendue de l'histoire de la WWE. Ah oui, tu penses à ce point? Ah oui, largement. John Cena, à ce moment-là, pas encore à WrestleMania 21, mais quand il changera la ceinture et quand il explosera en tant que champion, sans contestation, en quelque sorte. Oui, ses ventes de t-shirts et d'autres feront de lui un grand vendeur. Et avant, je pense pas que les titres se vendaient à ce point-là, tu vois, les copies. Il y en avait beaucoup en plastoc quand on était petit, quand tu avais 10 ans et moi aussi. Mais il n'y avait pas ces reproductions. Enfin, elles existaient, mais c'était plus difficile à l'époque. Ouais. Oui, c'était vraiment les jouets. Maintenant, c'est la folie. Maintenant, ça se vend vraiment beaucoup, au point où la WWE n'arrête pas de sortir des nouveaux modèles. Et puis, j'ai vu il n'y a pas longtemps quelqu'un se moquer justement en montrant une photo ou à Access ou même à WrestleMania ou à NXT la veille. Effectivement, tu vois des mecs qui se promènent avec 2-3 ceintures et qui les ont pas forcément achetées ce jour-là, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont au show avec leur ceinture. Mais bon, moi, ça m'étonne toujours un peu. Mais voilà, si ça leur fait plaisir, en l'occurrence, parfois je suis jaloux quand je vois les ceintures. Non, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est le plaisir quand tu es à un show. Lors de la semaine WrestleMania, quand tu es là-bas, toi, tu as pu faire même les autres pay-per-view. Et je veux dire, tous ces déguisements, tous ces accessoires. Ah oui, les déguisements et tout. Mais les mecs, parfois, se déguisent pas. Ils viennent juste avec leur ceinture pour style, j'ai une ceinture, quoi. Mais oui, mais bon, voilà. Yes. Quand tu vas au cinéma, t'emmènes pas ton Oscar, tu vois. Oh, ça dépend. Si j'en avais un, peut-être. Ok. Bon, Ali cherche un Oscar. Hein, vous pensiez... Un rôle d'abord. D'abord un rôle. Donnez-moi un rôle, j'obtiendrai un Oscar. Ok. Easy E. Donc, pour terminer WrestleMania 21, Batista contre Triple H. Moi, j'aimais beaucoup l'évolution de Batista à cette période. Après, les matchs m'ont jamais particulièrement marqué, à part peut-être le Hell in a Cell parce qu'il était plus violent que les autres. Mais ce main event m'a pas particulièrement marqué. C'est quand même un bon main... Enfin, moi, j'en garde un bon souvenir. Mais encore une fois, c'est le premier que je vois en live... En même temps que les États-Unis et tout ça. Je t'avais dit que WrestleMania 17
Je l'avais écouté en direct. WrestleMania 21, je le vois en direct, donc moi j'en garde un souvenir excellent. Parce qu'il y a, je crois pas d'ailleurs, à part évidemment Akebono, mais j'ai pas de souvenir d'un truc pourri. J'ai vu Trish Stratus, Christy Hemme, c'est vrai que j'avais oublié que ce match avait eu lieu. Mais sinon, ouais, voilà, le show en tant que tel est exceptionnel. Et on avait envie de voir John Cena gagner, on avait envie de voir Batista exploser. Et tu vois, autant à WrestleMania 20, t'as Eddie et Benoît qui sont au sommet du monde. Et ça va pas durer très longtemps. Autant là, John Cena, Batista, ils sont au sommet. Et c'est vraiment la route que la WWE va emprunter pendant les années à suivre. Ouais. Donc ça reste en plus un WrestleMania charnière. Et puis si je me trompe pas, c'était WrestleMania Goes to Hollywood en plus. Donc il y avait toutes ces promos exceptionnelles qui reprenaient notamment Taxi Driver. Pour les plus jeunes d'entre nous, un grand film de Martin Scorsese avec Robert De Niro. Et enfin voilà, oui, ils avaient repris plein de You Talking to Me, enfin... Braveheart, ils avaient refait aussi. Aussi, voilà, avec Ric Flair et Triple H. Non, et c'est des choses que j'aime bien revoir régulièrement aussi. On a beaucoup parlé jusqu'à présent de clips, de choses qu'on regardait régulièrement. Ça fait partie des trucs que tous les 2 ans, je me remets les bandes promo de cette époque. Okay. Il y avait Snitsky aussi quand même. Snitsky Enfin voilà, il y avait du beau monde, c'était une belle époque. Non, c'est pas faux. Merci. Qu'est-ce que t'as pas compris dans ma phrase? Comme d'habitude, on termine sur un WrestleMania. Donc là, cette fois-ci, on termine en 2005, WrestleMania 21. Tristement, quand on va continuer lors du prochain épisode avec l'année 2005, on devra parler d'Eddie Guerrero. Je te préviens déjà, on parlera d'Eddie Guerrero la semaine prochaine. On va verser une larme. Mais voilà, on devra parler de ce petit fait. Maintenant, on termine comme d'habitude avec le petit quart d'heure catch français. Le quart d'heure américain, sauf que chez nous, c'est le quart d'heure French. C'est ça. French Quarter. Exactement, parce que tu m'as cité un autre catcheur qu'on avait oublié de citer la semaine dernière, qui a également travaillé avec la ICW à cette période, et j'étais même choqué d'apprendre que c'était lui en fait. Et ben Drake Maverick, qui effectivement s'appelait Spud à l'époque, et puis plus tard Rockstar Spud. Voilà, j'avais un doute. Et il s'est fait connaître sous cette identité-là, Rockstar Spud, mais au début c'était juste Spud. Et c'était, comme aujourd'hui, un tout petit bonhomme beaucoup moins dessiné, tout fin, qui était venu avec nous sur 2-3 shows, me semble-t-il, avec les UK Pitbulls. Il avait fait la route avec eux. Et je l'ai recroisé il y a à WrestleMania, je crois. Cette année ou l'année dernière, enfin l'année dernière ou l'année d'avant. Et il s'en souvenait. Il t'en souvenait ? Ouais, il s'en souvenait des shows en France. Il me disait, ouais, je m'en souviens parce qu'on avait fait un show dans un chapiteau où on avait dormi dans une sorte de complexe de camping. Enfin, c'était une sorte de camping avec des mobil-homes. Mais donc nous, on avait pu dormir dans les mobil-homes parce que j'imagine qu'ils étaient inoccupés. Donc voilà, il y avait le show, chapiteau, et qui était vraiment plein. Et à l'époque, en France, on faisait des salles beaucoup plus importantes qu'en Angleterre. Donc eux, ils catchaient devant parfois 150, 200 personnes, et ils arrivaient en France, ils avaient des shows à 300, 400, 500 personnes qui étaient ouf parce que le public français en redemandait. En Angleterre, ils avaient du catch depuis toujours, de manière régionale, et avec quand même des names, donc ils avaient une culture déjà un peu plus blasée, enfin ils avaient déjà tout vu, alors qu'en France, les gens, ils n'avaient pas vu grand-chose. Donc dès que tu leur ramenais les UK Pitbulls, ou des catcheurs qui faisaient 2-3 sauts dans les cordes ou autres, donc ils devenaient fous. Donc ouais, il n'a pas oublié, Drake Maverick, il se souvient de ces quelques shows en France, qui ça fait toujours... C'est toujours marrant de se dire que tu as croisé un mec comme lui, parce qu'encore une fois, on parlait des physiques de Samoa Joe ou autre. T'imagines pas qu'il va finir à la WWE, tu n'imagines pas qu'il va faire carrière aux États-Unis, même s'il n'était pas allé à la WWE, il avait déjà une belle petite carrière à Impact, je crois, à TNA. Donc c'est ouf de se dire, et puis de le revoir et de lui dire, alors tu te souviens de ce petit show? Mais oui, ah oui, c'est vrai, t'étais le ring announcer, bah oui, maintenant que tu le dis, on avait passé la soirée après avec les pits de manière paisible, comme ça, presque camping, coin du feu. Donc c'était effectivement un bon souvenir, et c'est amusant de voir le chemin parcouru, quoi, de personnes que tu rencontres 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, ouais, c'est ça. On se rencontre dans les vestiaires de WrestleMania, tu vois. C'est énorme. Enfin, oui. Et c'est clair que lui, je pense que c'est la dernière personne que tu pouvais imaginer croiser un jour dans les vestiaires de WrestleMania. Quand tu le vois en 2005. Oui, parce que, et puis je le connaissais pas personnellement, tu vois. J'imagine maintenant, quand je vois la carrière qu'il a eue, qu'il était effectivement très intelligent et qu'il savait parfaitement
ce qu'il devait faire, ou en tout cas qu'il l'a fait de manière très intelligente, mais à l'époque, je ne pouvais pas imaginer qu'il allait gérer sa carrière de main de maître, et aujourd'hui être en contrat avec la WWE, quoi. Mais le titre 24/7, je trouve, prouve un petit peu l'intelligence de Drake Maverick. Parce que quand ils ont lancé le titre 24/7, le but c'était un petit peu que les catcheurs se démarquent avec les réseaux sociaux, etc. Ah, Et c'est vraiment lui qui c'est a vrai. réussi le plus à se démarquer à ce moment-là en étant drôle, notamment par ses posts Twitter, en faisant la campagne où il allait mettre des affiches partout où il allait, il cherchait à tout. Oui, Si tu lui donnes une opportunité, ce gars il sait super bien se débrouiller. Je pense que c'est vraiment ça la clé. Donc, ok, Spud à ce moment-là qui catchait à la ICWA. tout à fait. Et alors, j'ai une autre anecdote que je ne t'avais pas encore, dont je t'avais pas encore parlé, et une dernière pour finir, Ok. dont je t'ai parlé tout à l'heure. Mais la deuxième, parce que je crois qu'on l'a loupé, je suis pas certain que ce soit le même show. Les spécialistes et même notamment notre ami de Wrestling Clinic qui a été arbitre sur ce match me le dira peut-être. Mais à Bruay-sur-Escaut, tu pourras pas le retrouver Ah, malheureusement. ok. Le show où il y a le fameux combat triple menace avec dont on a parlé dans l'épisode précédent. Williams. Doug Williams, Daniel Bryan Cabana. et Colt Cabana, effectivement, arbitré donc par Ian Colby, qui nous l'a dit sur les réseaux sociaux. Wrestling Clinic. Durant ce show-là aussi, il y a 2 catcheurs de la VS qui sont venus, qui étaient dans le public au premier rang, qui se sont mis vraiment au premier rang dans le public. Et dès le début du show, on a capté qu'ils étaient là. Et pendant le show, au moment où Booster devait catcher, alors je ne sais pas si c'est cette année-là ou l'année suivante, donc, mais bon, quoi qu'il en soit, c'était à Bruay-sur-Escaut, j'en suis quasiment certain. Ben, il y a eu bagarre. Alors, ça a totalement dégénéré. Il y a même un mec du public qui est qui retournait dans le parking, chercher dans sa caisse un fusil de chasse qu'il Oh, avait merde. parce qu'il a voulu tirer sur les gars de la VS. Maintenant que tu as fait cette tête-là et que j'ai bien eu à Elite Catch Club, je peux te dire que c'était préparé. Mais sauf que pour le coup, et sans nous vanter, mais on l'avait tellement bien préparé que ça a marché. Ouais. C'était juste avant la pause. Parce que je me souviens, à la pause, tout le monde est venu me voir. Oh, putain, mais qu'est-ce qui vient de se passer Non, mais là c'est n'importe quoi. C'est une honte. On avait deux catcheurs qui... Dark Kellus, je crois, et Ted Vicious, qui étaient deux anciens de la VS, qui étaient originaires... C'était l'invasion. Exactement. C'est exactement ce qu'on a fait. Ils venaient de quitter la VS. Je ne sais pas s'ils y sont retournés après. Ils l'ont quitté pendant un petit peu de temps. Ils avaient contacté Booster parce qu'ils se connaissaient d'avant, parce que Booster avait bossé avec eux. Et ils étaient je crois qu'ils étaient cousins, ou en tout cas vraiment d'une famille de catch. Leur papa aussi était dans le business, donc ils voulaient continuer à bosser, donc ils nous ont contactés. Et nous, on s'est dit que c'était l'occasion, effectivement, pour une fois, de faire un angle un petit peu le vrai par le faux, quoi. Donc on les a mis dès le début au premier rang dans la salle, sans faire référence à eux. Moi, quand je suis arrivé au début du show, je les ai regardés, l'air de dire « mais qu'est-ce que vous faites là ?» mais sans parler d'eux, sans rien. Pendant, je crois, la première partie, je faisais des références un peu genre en rigolant. Ah, on a des invités quand même de marque, des concurrents qui viennent nous voir. Et puis il y a Booster qui vient pour son match. Et il commence à l'interpeller au moment où il passe à côté d'eux dans des barrières. Et puis il se bouscule et il commence à se tabasser. Et moi, je me souviens, j'ai gueulé « Non, Daniel, non !» qui est le vrai prénom de Booster, mais que je n'utilisais jamais à l'époque, quoi. C'était soit Pierre, soit Booster Fontaine, soit, plus tard, Boosty, entre guillemets, en dehors des shows. Mais jamais je l'appelle Daniel. D'ailleurs, je l'appelle jamais Daniel du tout, même dans la vraie vie. Mais voilà, et là, je pense que ça fait partie des trucs qui ont fait croire aux gens que... Parce qu'on avait beaucoup de fans de catch qui étaient venus. On avait pas mal de smart, comme on ne disait pas encore à l'époque. C'était le début de la formation de tous ces gens qui après créeront N-Catch ou autres, notamment donc avec Sturi. Je me demande s'il n'était pas là ce jour-là. Enfin, il y en avait pas mal. Et donc tout le monde a cru que c'était pour de vrai. Et quelqu'un du public qu'on ne connaissait pas du tout, qui était visiblement chasseur ou alors dangereux, parce qu'il se promenait avec un fusil de chasse dans sa bagnole. La partie fusil n'était pas préparée. Non, J'ai cru que ça faisait partie de l'angle non, aussi. le fusil non. Non, le fusil non. Oh là là. Le fusil non, parce qu'on avait donc Boosty rentré. Mais on est au Texas là. Non, mais quand tu fais un truc comme ça, t'es heureux. Évidemment, il s'est rien passé de grave. Non, mais l'angle a l'air génial. Il n'y a pas eu de coup de feu tiré, mais rien qu'on arrive à un point et que quelqu'un te dise purée, il y a un mec qui allait chercher un fusil dans sa bagnole, tu te dis bon.
C'est pour ça qu'on fait du catch. C'est pour ça qu'on... pour faire croire... Ah là, il y a de la hit, là, Ah c'est ouais. parti. Et donc, voilà, on avait... Boosty devait sortir. Il devait y avoir altercation. Moi, je devais essayer de retenir Booster comme si ça faisait pas partie du show, parce que je participais jamais à l'action, je ne me mêlais jamais à l'action. Je suis pas du tout censé le faire. J'ai toujours fait le lâche, le peureux. D'ailleurs, je le suis, mais je le faisais encore plus dans les shows. Mais là, j'ai participé parce que c'était censé être vrai, donc je devais retenir Booster. Et il y a des catcheurs qui sont sortis, on l'a vraiment joué. Je me demande si Boula Punk, qui est l'épouse de Booster, n'est pas sortie aussi en faisant non, non, Daniel, non, non, enfin de manière paniquée et compagnie. La bagarre vraiment a un peu dégénéré et ils ont été expulsés de la salle. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un du public a voulu sortir aussi pour les faire partir, comme s'ils croyaient qu'ils étaient venus agresser Booster en plein show, quoi. Et donc la pause a eu lieu juste après, et là tout le monde est venu me voir, oui, c'est pas possible, mais comment ils peuvent faire ça? Ils ont commencé, bon, ils les insultaient de tous les noms, enfin voilà, ces connards. Et c'est là qu'un mec de l'organisation vient me voir, il dit, oh là là, on a failli, on n'est pas passé loin du drame. Bon, on est à Bruay-sur-Escaut dans le Nord, les mecs ont pas d'accent du tout comme ça. Mais ouais, il y a un des gars qui est chasseur, il est allé chercher son fusil, heureusement les mecs sont partis, mais sinon il allait leur tirer dessus. Et bon, heureusement il s'est rien passé, mais on était quand même... C'est un des angles dont on est un peu le plus fier, en tout cas moi personnellement, parce que ça avait été rondement On dirait mené. un petit peu les vieilles histoires des États-Unis des années 70-80. Oui, voilà, les riots, quoi. les émeutes Ouais. qui débutaient pour des bêtises. Et effectivement, c'est aussi pour ça que tu te lances dans le catch. Tu as envie que les gens... Ça a marché. Oui, voilà, que Bah- se prêtent au jeu, que l'émotion soit vraie. Et là, elle était vraie, l'émotion. Là, les gens ont eu... D'abord, entre guillemets, un peu peur pour Booster, je pense, parce qu'ils étaient à 2 contre lui. Donc, ça faisait passage à tabac. Et puis ensuite, ils se sont dit, c'est pas possible. Les mecs, ils viennent en plein show, ça dégénère. Je me demande même s'ils n'ont pas appelé la gendarmerie, quoi. Je suis pas sûr que la gendarmerie ne soit pas venue. Ah oui, encore une fois, s'il y avait eu quelque accident que ce soit, je le raconterais avec beaucoup moins de sourire. Mais tout s'est bien terminé. Puis ensuite, on a fait des shows où on avait appelé ça l'EEC, je sais plus ce que ça voulait dire, l'élite européenne du catch, je crois, contre les catcheurs de la ICW. Ok. Non, mais c'est marrant de voir, quoi. Ça, il faut être fan de catch pour comprendre ça, parce que c'est un des seuls milieux où on peut vraiment comprendre ça, mais écrire un angle, puis voir que ça marche, et Oui, que les fans ça sont existe. dedans. C'est-à-dire qu'il y a il y a le théâtre, il y a le cinéma, il y a Oui, mais le encore, monde du tu vois, spectacle en le général. théâtre, tu écris une pièce, et après ils vont la rejouer 100 fois, 200 fois. Tu Oui, vois là ce que je veux c'était dire. unique. Donc un angle, c'est quand C'était même unique, et puis particulier. la folie, c'est que c'était pour 30 personnes, tu vois. Oh, j'exagère, non, 30 Mais personnes. le plaisir Pour les que ça 300 doit personnes être, qui étaient là, mais... quand tu vois que ça a aussi bien marché, ça doit quand même être assez impressionnant, quoi. Donc, oui. Ah Donc, ouais, non, c'était vraiment une... Petite histoire qui fait peur, mais apparemment la dernière anecdote est aussi assez particulière. Ah, la dernière histoire est encore... Celle-là est plutôt joyeuse, parce Oui. que c'était quelque chose qu'on voulait. Et donc, ma dernière petite anecdote du jour, je vais essayer de faire vite, parce qu'on est déjà à quelques longues minutes, et je vois les chiffres qui baissent, hein, semaine après semaine. T'as vu, on était à 25, ensuite 15, ce numéro-là, 12, je voulais dire. Bon, bientôt, ce sera 3 personnes. C'est qui normal, vont- c'était les fêtes, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, vous nous avez abandonné. Bon, bref. Il me semble, mais je suis pas sûr, que c'était à Série Fontaine. Show qu'on a fait quelques années de suite, où la première année, il y avait Doug Williams. Mhm. Et la deuxième année, je crois pas, non, c'était pas Série Fontaine. Bon, bref. C'était un petit show dans une petite ville, tellement petit qu'ils avaient pas de sono. Les mecs, ils avaient un ghetto blaster pour sono. Ok. Donc pour passer les zigs des catcheurs et pour moi commenter. Donc tu vois, au niveau son, Ouais, c'est pas top, ouais. personne n'entend rien. En plus, la salle était pleine, il devait bien y avoir 400 personnes. Donc je fais comme je peux, je commente, mesdames et messieurs, donc bienvenue à la CWA ce soir. Et puis j'entends dans la salle, ferme ta gueule, ferme ta gueule, je vais te tuer. Ta maman était là. Il la connaît bien. L'abus de cigarette peut rendre effectivement à la fois des voix très terribles et des mamans très nerveuses. Non, mais non. qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant toute la première partie du show, c'est ça. Je vais te tuer, je vais te buter, tu vas crever, ferme ta gueule. Alors bon, je vous dis, je suis peureux et lâche. Donc moi je me disais, purée, c'est quoi cette histoire? J'avais pas encore vécu le coup de la réunion que je racontais la dernière fois où je savais que les boys étaient là pour moi. Donc là je me sentais un petit peu seul au monde, hein, comme chantait l'autre. Et la pause arrive, et je vais voir l'organisateur du show, je lui fais, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez, il y a un monsieur qui me menace et tout. Je l'avais repéré dans le public, et le maire me dit, oh, vous inquiétez pas, c'est un monsieur un petit peu...
au banc de la société. Bon, on sait pas trop où il vit. Je prends toujours l'accent du Sud, je suis désolé, c'était pas du tout dans le Sud, mais voilà, il est un peu sans domicile fixe, il vit dans la ville. Bon, c'est vrai, il boit un peu, mais vous inquiétez pas, il va rien se passer, il osera rien vous faire. Et au moment où le maire me dit ça, il s'en va, il va continuer pour parler aux gens présents, quoi, pour saluer les gens qu'il connaissait. Et le mec, il débarque vers moi, quoi. Je vais te tuer, je vais te tuer. Moi, je change de chemin, je vais droit dans les vestiaires pour l'éviter, quoi. Et pendant la deuxième partie du show continue et je vais te buter, t'es qu'une merde. Et là, je vois quand même qu'il se rapproche de plus en plus. Et là, les gens de l'organisation commencent à aller voir. Ouais, calme-toi et tout. Et il avait l'air vraiment prêt à me sauter à la gorge, quoi, parce que visiblement, je le saoulais. Je parlais trop fort. Et pourtant, j'avais pas de truc. Donc, je suis passé pas loin de l'agression parce que vraiment, il était pas loin de se jeter sur moi lorsque finalement, les gens de l'organisation sont allés le voir. L'ont essayé de le calmer, puis comme il se calmait pas, ils sont sortis avec lui, puis bon, bah après, je l'ai plus revu. Bon. Ah mais c'est fou que t'es passé plus de la moitié du show à accepter ça, quoi. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Enfin, je veux dire, la sécurité aurait pu intervenir. Mais il n'y a pas vraiment de sécurité, ça doit être c'est le catch non, français. vrai, La sécurité, j'imagine. c'était les 3 organisateurs sympas qui étaient là. Merde. Sauf qu'on y retourne l'année suivante. Et l'année suivante, plus belle salle, sono et tout. Le maire dit: ah oui, vous allez voir, on est dans une grande salle. Encore une fois, accent qui n'a aucun rapport. On a une nouvelle sono et tout, ça va vraiment être bien. Donc je commence le show. Mesdames et messieurs, et là, ouais, la sono et tout. Est-ce que vous allez bien? Oh, t'es revenu! Cette année, je te bute! Et là, je me dis: oh purée, c'est pas possible. Lui aussi, il est revenu, quoi. Et effectivement, il était de nouveau là, il était de nouveau sous. Donc, comme quoi, finalement, ça drôle, conserve. Ça, c'est pas drôle. Mais... Bah si, ça va, je suis vivant. Il m'a pas. Non, je veux dire, le fait que le pauvre soit encore dans cette situation un an après, ça, c'est pas forcément. Oui, dans ce sens-là, non. Bien Oui, sûr. effectivement. Mais voilà, il a voulu me buter une deuxième fois. Il y est de nouveau pas arrivé. Et je crois qu'on n'a plus jamais refait cette ville-là. Pas à cause de ça, hein, mais. Oh mince. Parfois, dans le public, c'était aussi un petit peu ça le but de cette anecdote, c'est que. Bah, il faut s'attendre à tout. Les éclairs, comme on dit aux États-Unis, mais oui, ceux qui vont te rendre fou pendant que tu fais ton travail, quoi. Je veux dire. Dans le cas dans lequel j'ai aussi été, par exemple, moi en Allemagne, je te parlais de la ACW, Athletic Club Wrestling, où j'allais avec Wrestling Clinic, avec Naniwa, mon pote, et Booster après aussi, ou même notre ami Suka de Belgique, qui était un grand tape trader, qui voyageait aussi avec nous parfois. On était ce genre de fans, on était chiants, on gueulait pendant tout le show. Enfin, tous les chants à l'américaine, on les gueulait pendant les shows. Ouais. Et les gens se retournaient vers nous en plein show de catch pour dire chut. Parce qu'en Allemagne, à l'époque en tout cas, et dans cette fédération d'ailleurs, il y avait un chant qui dit. Chut. Il y avait un chant allemand qui disait Keine Stimmung, das ist die ACW. Ça veut dire aucune ambiance, ça c'est la ACW, la ACW. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas d'ambiance. Et les gens se retournaient pour nous dire chut. Donc. Je comprends les fans qui gueulent, et ça, j'ai toujours encouragé. Mais parfois, tu as des fans qui ne viennent pas du tout pour participer au show, mais qui viennent... alors, en l'occurrence, c'était pas du tout un fan, d'ailleurs. Hein, il venait juste pour boire des coups à la buvette, et puis essayer de mettre un terme à ma vie. Heureusement, il a réussi. Accessoirement. Bah oui, voilà, il a réussi. Après, pour avoir fait pas mal de shows aussi en Bretagne, où il y a toujours au moins un bar punk, tu as toujours au moins une tentative d'intrusion dans le ring d'un ou deux punks. Et en général, ces couillons choisissaient les matchs où il y avait Boula Punk. Donc, sachant que Boula Punk est dans le ring, Booster n'y est pas. Et sachant que Boula Punk est avec Booster, Booster avait tendance à réagir très vite. Donc, les punks bretons, je pense, en plus se souvenir. Parce qu'il y a une règle dans le catch qui monte dans le ring, qui ne doit pas y être, redescend très vite je suis en dehors du ring. Totalement d'accord avec ça. Je ne suis pas catcheur, je ne fais pas partie de leur monde ou dans lequel tu as pu faire partie. Mais faut comprendre que tu passes la barrière. T'as plus, bah oui, parce que c'est dangereux. Tu passes la barrière, les catcheurs ont le droit de faire ce qu'ils veulent et je suis totalement. Non, bah, pas faire ce qu'ils veulent non plus. Ils vont pas venir te dire est-ce que tu peux partir, s'il te plaît. Ça ne marche pas comme ça. Là, tu prends, il y a une manière de. Effectivement. Et en l'occurrence, moi j'ai vu un punk faire un aller-retour, mais encore plus vite qu'un steak saignant, quoi. Je veux dire, le mec, il a à peine eu le temps de glisser un peu à la Vince McMahon comme ça, sauf qu'il s'est pas brisé les genoux, c'est juste Booster qui l'a repris par les deux chevilles comme ça et il a volé, mais bon. Après voilà, ça s'est toujours bien terminé. On a... Allez, dernière anecdote. Parce qu'on est dans ce genre de bêtises, et ça c'est quand même la plus triste quand même, mais on commence à faire là, dans les années 2005, 6, faudra vérifier la date, mais bon, c'est pas très important, Japan Expo. Oui. Première année d'ailleurs, on a quand même Takeshi Sugiura, qui est, je sais pas, il était champion All Japan
Non, Pro Wrestling Noah, quand moi j'étais au Japon il y a 1 an et demi, je l'ai vu combattre. Et il catchait à la Japan Expo à Paris. Mais il y a plusieurs gros noms qui sont passés à la Japan Expo. Oui, ouais. et pas que à Japan Expo. On parlera aussi du passage de Mohamed Oyone et. Comment il s'appelle? Celui qui est ensuite devenu champion, Morishima, Morishima, ouais. de la Ring of Honor, qui sont venus en France aussi, à Brûlé-sur-Escaut d'ailleurs. Mais voilà, on fait Japan Expo. Et le soir, on avait un petit show à Garges-les-Gonesse, région parisienne, mais plutôt cité sensible, Ok. au milieu de la cité, en extérieur. Et on avait Mariko Yoshida, qui était une grande catcheuse japonaise, entraîneuse japonaise à ce moment-là, qui avait sa propre fédération de catch, Ibuki. Et elle avait connu la All Japan Woman, elle faisait partie des grandes catcheuses de cette époque-là. Si vous allez chercher les résultats, elle est souvent championne par équipe. Elle a vraiment une grosse carrière au Japon. Elle avait fait venir à Japan Expo avec quelques-unes de ses catcheuses, dont une malheureusement qui nous a quitté récemment d'un cancer, Ray, que beaucoup avaient adoré parce que c'était une petite... elle était d'ailleurs même pas japonaise, mais masquée, un peu luchador. Elle était vraiment exceptionnelle dans le ring. On invite ces catcheuses japonaises, on fait des superbes journées à Japan Expo, et puis le soir, on a à Garges-les-Gonesse, dans la cité, un show de catch, quoi. Et le show de catch se passe à peu près bien jusqu'à ce que quelqu'un décide de gazer, en quelque sorte, Mariko Yoshida pendant son entrée, avec une bombe à poivre, quoi. Elle était là elle était face en plus, hein. Elle vient, elle salue le public, et puis un mec dans la gueule, quoi. Avant le début du match, quoi. Et donc, elle a quand même fait son combat en pleurant pendant tout le match. Il y a eu quelques petits échauffourés, mais ça fait aussi partie du truc. Quand tu fais un show de catch, tu ne sais jamais où exactement tu vas le faire, dans quelles conditions tu vas le faire. Est-ce que ça va être sur une grande sono incroyable ou sur un minuscule ghetto blaster où tu vas te péter la voix? Et le lundi, quand tu vas dire bonjour à Shiro, il va dire mais qu'est-ce que tu as fait ce week-end? T'étais encore sous? Non, j'étais en train d'essayer de me faire tuer par un sans domicile fixe très sympathique. Voilà. Mais donc, il y a beaucoup de mésaventures, pas toujours joyeuses, mais bon, qui sont... Même Mariko Yoshida, elle est revenue après. Enfin bon, tout s'est bien terminé. Et je pense qu'elle le raconte parfois au Japon. Souvenir de France, je me suis fait prendre une bombe à poivre dans le visage. Respect quand même à son professionnalisme pour avoir continué. Mais ça, c'est pareil, oui, tu ne t'arrêtes jamais. Ouais. Quoi qu'il arrive, tu continues. The show must go on. Exactement. Mais the show must go on, mais c'est la fin du show. C'est la fin du 6e épisode de La Cloche. Donc Christophe, merci encore une fois de nous avoir rejoints pour la première fois en 2020. Même si c'est la deuxième fois, c'est la première fois pour nous. Ça n'a aucun sens. Et on va continuer petit à petit, comme ça, toujours la WWE. Oui, et puis petit à petit, ça va commencer à s'activer aussi avec la WWE, parce que petit à petit, on va commencer à faire des choses. Bientôt arrive WrestleMania 24, notre premier WrestleMania sur place, où j'ai beaucoup de belles anecdotes à vous raconter, des belles rencontres, des moments dans des limousines. Enfin voilà, j'ai même fait pipi dans une fontaine. Spoiler alerte. Hein, aux États-Unis, ça ne se fait pas. Eh bien, je l'ai fait. Mais voilà, là, ça va commencer à s'activer. Parce que c'est vrai que les premières années, on commente une fois toutes les 3 semaines, comme je disais, on n'était pas au cul du camion, entre guillemets. Puis petit à petit, on va se battre avec Philippe et puis les dirigeants de la chaîne pour réduire le retard. Et puis ça va s'animer. Et puis NT1 va arriver, Catch Attack. On va vivre de grands moments ensemble. Oui, je pense que là, ça va vraiment être la période qui va vraiment intéresser les fans. Quand tu étais sur place, tous ces catcheurs que tu as pu rencontrer, qu'on rêve de rencontrer un jour, tu as vu tout le monde. Tu as vu tout le monde. Donc imaginez tout le contenu qu'il y aura dans des prochaines vidéos. Donc encore une fois, j'aimerais s'il vous plaît vous demander, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo. Oui. Comme ça, vous pourrez être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires si on oublie de mentionner certaines choses. Parce que comme vous l'avez vu, on cite que 2-3 sujets par année. Donc voilà, s'il y a d'autres thèmes sur lesquels vous voulez que Christophe donne son avis, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et oui, tout à fait. Bonne semaine à tous. Bisous. Merci encore de votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette vidéo. C'était La Cloche, épisode 6. Bisous. Ciao tout le monde.